À 19h45, la barrière Info Soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 24 août 2021. 19h45, nous débutons avec cette brève nécrologique. En effet, l'ex-président tchadien Hissène Habré, détenu au Sénégal, est mort de Covid-19 ce mardi 24 août à l'âge de 79 ans, ayant été hospitalisé fin août à Dakar au Sénégal où il purgeait sa peine de prison à perpétuité. Pour rappel, Hissène Habré est arrivé au pouvoir en juin 1982 à la suite d'un putsch. Il a régné 8 ans avant d'être renversé à son tour en 1990 par Idriss Déby Itno. Ces années de pouvoir sont marquées par de nombreux crimes. Une commission d'enquête après sa chute parle de quelques 40 000 morts. Hissène Habré a été condamné à perpétuité en mai 2016 à Dakar par les chambres africaines extraordinaires. Il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité, viol, exécution, esclavage et enlèvement. Une condamnation confirmée en appel un an plus tard. Voilà, je vous donne lecture de ces communiqués de l'ONG Amnesty International. D'où viennent les armes utilisées par les groupes armés au Sahel? C'est la teneur d'un communiqué de l'ONG Amnesty International publié le lundi 23 août. Selon l'ONG, ces armes viennent d'Europe. L'absence de cette étude avec la rédaction Labari. Les armes utilisées au Sahel viennent d'Europe, selon une enquête d'Amnesty International. D'où viennent les armes utilisées par les groupes armés au Sahel? Une étude publiée ce lundi 23 août par l'ONG Amnesty International relève que la branche sahélienne du groupe État islamique ainsi que le JNIM lié à Al-Qaïda utilisent des armes de fabrication européenne, notamment serbes. Amnesty pointe aussi leur utilisation par des milices pro-gouvernementales et évoque des circuits illégaux d'armement de ces groupes. Amnesty International a analysé plus de 400 photos et vidéos diffusées par la branche sahélienne du groupe État islamique et par le JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, mais aussi par des milices locales d'autodéfense, Dana Ambassago au Mali ou les VDP, volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso entre janvier 2018 et mai 2021. La plupart des armes que l'on peut y voir sont des vieilles Kalachnikov datant de l'ère soviétique, mais Amnesty a également identifié 12 cas dans lesquels les combattants avaient des armes plus récentes fabriquées par une entreprise serbe, Zastava. Des M70 ABD, des M92 et des M05. Ce sont des fusils mitrailleurs qui sont assez présents dans les arsenaux des groupes armés, que ce soit les groupes extrémistes violents ou bien les groupes d'autodéfense. C'est pour cela que cette entreprise a été signalée en particulier, explique Ousmane Diallo, chercheur spécialisé sur le Sahel à Amnesty International. Trafic, faiblesse des contrôles ou dons d'armes. Les groupes djihadistes récupèrent régulièrement les équipements des armées nationales lors d'attaques de casernes ou sur des soldats tués dans des combats. Mais Amnesty n'exclut pas non plus d'autres canaux. Cela peut être par le trafic d'armes et la faiblesse du contrôle des inventaires militaires au sein des pays sahéliens, ajoute Ousmane Diallo. Et en même temps, une dernière hypothèse que l'on ne peut pas négliger, c'est la possibilité que certains des membres de ces forces armées vendent ou bien donnent certains de ces fusils à des membres de groupes armés, en particulier des groupes d'autodéfense pro-gouvernementaux. Amnesty rappelle que la France, la Slovaquie et la République tchèque exportent aussi des armes au Sahel et appelle ces pays, mais aussi les gouvernements sahéliens qui reçoivent ces armes à mieux contrôler leur utilisation.
Sécurité toujours. Lors de sa visite dans la commune d'Anzourou, c'est dans la région de Tillabéri, le ministre de la Défense nationale a annoncé la levée de l'interdiction de circulation de motos dans cette région à partir du 1er septembre. Pour Amadou Aruna Maïga, président du comité des ressortissants de Tillabéri, cette annonce est un non-événement car selon lui, la population a plus besoin d'être sécurisée. On l'écoute. S'il est vrai que certains, ça constitue vraiment un manque à gagner dans leurs activités économiques, il n'en demeure pas moins que certains, ce sont ces mêmes motos-là qui causent leurs problèmes aujourd'hui. Moi, je serais d'accord si on peut faire une levée partielle, c'est-à-dire quoi? Au niveau des centres chefs-lieux de la région ou des départements, faire une restriction. C'est-à-dire permettre la circulation des motos de 7h à 19h, ça peut se comprendre. Mais lorsqu'on généralise ça sur l'ensemble de la région, je pense qu'il y a d'énormes risques. Parce qu'il y a des villages reculés, les zones où il y a l'insécurité justement. Ces gens-là, ils ont caché leurs motos du fait de l'interdiction. Ils vont les sortir aujourd'hui. Et les militaires, ils ne feront pas de quartier puisqu'ils n'auront pas le temps de vérifier les motos que nous apercevons à quelques kilomètres de nous, si ce sont les bandits ou bien les paisibles citoyens qui se déplacent sur leurs motos. Ils vont tirer et c'est le dégât. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, moi je pense que ce n'est pas responsable. J'ai eu à dire, il y a l'état d'urgence qui a été décrété, il faut s'arrêter pour l'évaluer. Vous avez décrété l'état d'urgence par rapport à l'insécurité. 1 an, 2 ans, 3 ans après, il faut s'arrêter pour voir si les raisons pour lesquelles vous avez pris cette mesure, si ces raisons-là sont encore là, quels sont les points positifs, les points négatifs et revoir comment il faut faire. Nous le disons, ça rentre d'une oreille, ça part de l'autre côté. Et maintenant, on nous sert qu'on va lever ça. Vraiment, je trouve que ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Ce dont les gens ont besoin, c'est de les sécuriser davantage. Vraiment, moi, la levée de cette interdiction, ce n'est rien pour moi. Ce pourquoi nous nous battons, c'est pour que la sécurité revienne dans la région de Tillabéri. Point final, ce n'est pas autre chose. C'est vrai, il y a des gens, ça les a paralysés, leurs activités économiques et autres. Mais bon sang, la sécurité, elle est avant tout. Si on doit faire ça pour vous ramener la sécurité, je pense qu'un temps soit peu, on va oublier ça. Du reste, les gens sont habitués, ça fait 3-4 ans que les motos ne circulent pas dans la région de Tillabéri. Donc vraiment, pour moi, la solution, ce n'est pas ça. La solution, c'est davantage déployer les FDS, de changer de stratégie. L'Association des producteurs privés de semences du Niger, APPSN, a rendu public ce matin à son siège une déclaration de laquelle elle informe le public de la mauvaise pratique effectuée lors des attributions des marchés de semences. Asma Osedou, Aboubakar Souley. Prendre le public en témoin de la mauvaise pratique effectuée lors des attributions des marchés de semences, c'est l'objet de cette sortie médiatique de l'Association des producteurs privés des semences du Niger, structure spécialisée dans la politique et la commercialisation des semences au Niger. Ainsi, l'Association des producteurs privés des semences du Niger, l'APPSN, constate et dénonce certaines insuffisances dans le système d'attribution des marchés des semences. La situation a hélas empiré avec l'accumulation des scandales financiers pouvant mettre en péril la crédibilité des ministères, institutions étatiques et entreprises privées de notre pays. Nous comprenons aisément les inquiétudes suscitées auprès de nos camarades par le silence observé par notre association après la publication du rapport de synthèse de l'audit des marchés publics et des délégations des services publics passés par 65 autorités contractantes au titre de l'année 2020, commandité par l'Agence de régulation des marchés publics. Cet audit a relevé plusieurs irrégularités, notamment le point concernant la collusion entre les fournisseurs. Preuve que le système d'attribution des marchés n'est pas adapté à la filière semencière. Aussi, l'attribution des marchés des semences doit répondre également à un certain nombre de critères. Être inscrit dans l'annuaire de disponibilité de semences,
être membre de l'association des producteurs privés de semences du Niger. En plus de ça, il faut être une entreprise ayant son agrément, son numéro d'identification fiscale, son registre de commerce. L'association des producteurs privés de semences du Niger, la PPSN, constate malheureusement la persistance de ces mauvaises pratiques par ceux-là même qui sont censés contrôler et faire respecter la production et la distribution des semences. À travers cette déclaration, l'Association des producteurs privés des semences du Niger, APPSN, entend continuer à jouer pleinement son rôle professionnel qui est la production et la commercialisation des semences. Cérémonie de remise des insignes de l'Ordre du mérite du Niger au directeur du Centre culturel franco-nigérien, M. Lange Olivier Marc, en fin de mission au Niger par le ministre de la Culture, Mohamed Hamid. C'était ce matin au CCFN en présence de ses collaborateurs, partenaires et amis, des membres du corps diplomatique et de la coopération, nous rapporte Nafissatou Yahya sur les images de Nasser Sedou. Merci enfin à vous toutes et vous tous qui êtes là ce matin. Nous avons en partage ce sens du service malgré l'adversité, malgré les difficultés. Elles auront été nombreuses ces dernières années, mais nous avons toujours fait face. Gageons que ces efforts assureront la pérennité à long terme du CCFN Jean Rouch. Et je souhaite, dans cet espoir, une bonne continuation à mon équipe. Par ces mots, le directeur du Centre culturel franco-nigérien, M. Lange Olivier Marc, en fin de mission au Niger, prend congé de ses collaborateurs. Collaborateurs qui lui ont témoigné toute leur reconnaissance et leur satisfaction pour les 4 années passées ensemble. Au nom du personnel du CCFN Jean Rouch, de réitérer une fois de plus toute notre satisfaction à M. Olivier Lange, directeur sortant, pour la bonne collaboration durant ces 4 ans de service. La collaboration est certes menée dans une politique de bâton et de la carotte, entre parenthèses, mais enfin, nous comprenons aisément que c'est une politique bien choisie dans le sens qu'elle a permis un esprit de communion pour l'atteinte d'un objectif. Cet objectif, c'est celui d'assainir la gestion et équilibrer les comptes financiers fortement entamés dans les gestions antérieures. En reconnaissance des services rendus à la République du Niger, Lange Olivier Marc est élevé au rang de chevalier dans l'Ordre du mérite du Niger par le ministre de la Culture. Sur le plan de la production et de la diffusion culturelle, votre excellente connaissance des réseaux culturels du Niger, de la sous-région et à l'international, vous a permis, dans un esprit imaginatif et d'adaptation aux situations, de mobiliser les acteurs culturels et les partenaires pour améliorer l'offre culturelle à travers une programmation fournie. Pour toutes ces raisons, M. Lange Olivier Marc, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'Ordre du mérite du Niger. Lange Olivier Marc a enfin fait visiter les nouvelles installations des locaux du CCFN au ministre de la Culture. Son successeur est d'ores et déjà attendu en septembre prochain. Voilà le reportage de cette édition. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la nouvelle technologie, le monde est devenu un village planétaire. Cette nouvelle tendance technologique a fait que les activités familiales sont remplacées par des heures de surf sur Internet. Il n'y a plus cette chaleur-là qui les unit. C'est un reportage signé par notre stagiaire de l'université de Dosso, Bassira Issa Soumana. De nos jours, le monde est devenu un village planétaire et se développe à travers l'avènement de la nouvelle technologie. Cette nouvelle dimension a augmenté la productivité ayant pour vocation première de simplifier la vie de l'homme, où sans bouger il est actif. Néanmoins, mis à part ces avantages, cette nouvelle technologie a des effets négatifs sur la structure familiale.
d'où l'homme est asservi par la machine, mettant de côté ses relations familiales au profit des réseaux sociaux. En attestent ces sociologues. L'homme par nature est un être social, un être qui vit avec les interrelations et grâce aux interrelations sociales. Nous existons parce que les autres existent. Or, ce que nous connaissons en termes des interrelations sociales, c'est vraiment cette interrelation présentielle, où la présence, la chaleur humaine est là, lorsque nous sommes en communion, lorsque nous sommes en contact avec notre prochain. Mais aujourd'hui, cette chaleur n'existe plus. Et ce contact présentiel n'existe plus. Il est devenu plus ou moins virtuel, parce qu'on est en communication à travers les réseaux sociaux sans pour autant qu'on soit en contact direct. En effet, cette nouvelle génération du monde virtuel a fait en sorte que les familles ne profitent plus autant de ces liens spéciaux qui les unissent, comme dans les années antérieures. Les réseaux sociaux, c'est un peu dangereux, hein? On doit même l'éviter. Donc vraiment pour les parents, c'est donner des bons conseils, causer avec les enfants, donner une vraie éducation. C'est la technologie qui a amené tout ça là. Et donc on a jeté notre tradition. La famille n'a pas de temps même pour leur propre famille. Et donc les enfants sont laissés à eux-mêmes. Cependant, l'usage abusif des réseaux sociaux conduit à la démolition des liens familiaux. Mais tout de même, elle constitue un mal nécessaire. Du sport dans cette édition avec l'ouverture hier à l'Académie des Arts du 16e championnat national mixte de handball avec une participation record de 17 équipes placées sous le signe de la cohésion et de la paix. Ce tournoi durera une semaine. Je déclare ouvert le 16e championnat national de handball. Vive le sport nigérien, vive le handball. Mais avant d'arriver à cet instant solennel, l'on devait observer une minute de silence suite au décès accidentel de l'entraîneur de l'équipe de la région de Maradi. Par la suite, c'est au tour du vice-président du comité sportif nigérien, COSNI, M. Hashimi, qui a situé le bien fondé de ce championnat. Je souhaite que les compétitions se déroulent dans de bonnes conditions et je félicite chaleureusement la présidente et son équipe pour avoir pu tenir malgré les obstacles divers, en tout cas cette cérémonie. Donc, amis sportifs, bonsoir. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait eu un accident de la circulation d'une délégation venant au jeu. Je voudrais présenter également nos condoléances les plus attristées à la famille de l'évolué et un bon établissement en tout cas pour les blessés. L'instant d'après, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et du Sport, Lawali Abdou, dit prendre la parole. Discours à travers lequel il a mis en exergue l'implication des autorités en matière du sport. Permettez-moi aussi de saluer et féliciter la formation effective des équipes venues des différentes régions de notre pays. Preuve supplémentaire de l'engagement et de l'adhésion des responsables sportifs, administratifs et politiques de nos régions à toute œuvre qui participe à la cohésion nationale, à l'unité nationale à laquelle le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Bazoum Mohamed, accorde une importance particulière. Mesdames et messieurs, sur les championnats nationaux constitue pour chaque fédération sportive le baromètre permettant de jauger le plan national, le niveau de la vitalité et son implication au développement de la discipline qui relève de sa responsabilité. Il constitue en effet un événement de portée très significatif permettant à coup sûr de couronner les efforts des plus méritants. À bâton rompu, face à la presse, la présidente de la Fédération nigérienne de handball, Bibata Hassan, a à son tour remercié le ministère du tutelle avant d'évoquer l'état du handball qui, petit à petit, renaît de ses cendres. On est à notre deuxième mandat, donc c'est notre premier championnat, donc je pense que c'est plutôt placé sous le signe de la consolidation. Aujourd'hui, on peut dire que le ministère nous accompagne et c'est une grande première quand même après 8 ans.
C'est la première fois que depuis 8 ans que le ministère nous accompagne et donc nous pensons que les autorités sont prêtes à accompagner le sport. Et vraiment ici est le lieu de les remercier. Quant à l'aspect compétition, à laquelle prennent part 13 équipes masculines et 6 féminines, tournoi scindé en 2 groupes A et B, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Justement, l'on retrouve pour le compte du groupe A, ASGNN de Niamey, AS Stade de Niamey, AS Étoile de Dosso et AS Benam des Anders. Et l'équipe de Maradi qui malheureusement s'est retirée suite à son accident où l'entraîneur a perdu la vie alors qu'il venait en direction de Niamey. En garçon, groupe A, AS Police, IAM, AS Stade Tout de Niamey, puis AS Tawa. Groupe B, ASGNN, AS Étoile de Dosso, ISGN, ensuite Zander et Agadez. Ce championnat prendra fin le 29 août prochain. Voilà, c'était là l'ouverture du 16e championnat national mix de handball. Un reportage signé Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Du sport, toujours avec le début du tournoi des grandes vacances route Filengue pour cette deuxième édition. 8 équipes sont en lice. Le reportage de Léo Razak. Elles étaient 8 équipes engagées pour cette deuxième édition du tournoi des grandes vacances route Filengue. On y retrouve les AS Banifondou, Kennedy, Poudrière, Farmey, Pavé 1, Sinbassora, Pavé 2 et l'AS Tchef. Une deuxième édition qui s'annonce palpitante. On est à notre deuxième édition, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc cette édition organisée dans le but de réunir les jeunes toujours autour du ballon. Donc vraiment pour une cohésion et une amélioration sociale. Les jeunes arrivent à vraiment être émancipés autour du ballon parce que vraiment ça regroupe beaucoup d'idées et donc chacun peut s'exprimer autour de ce ballon. C'est difficile vraiment d'être accompagné parce que chacun, on a des visions diverses. Donc maintenant pour combiner c'est difficile. Mais néanmoins il y a souvent d'autres structures qui comprennent un peu l'idée de la jeunesse, donc qui essaie d'accompagner de temps à autre. Bon, avec ça, on essaie de faire avec, d'ici là que vraiment les autres aussi réagissent. C'est pour une durée de 2 semaines, Inch'Allah, si tout va bien. Et maintenant, pour les joueurs, c'est vraiment pour leur permettre leur cadre d'épanouissement. Et maintenant, quant aux partenaires, donc on leur dit de ne pas hésiter, parce que les tournois aussi font connaître plutôt les différents produits et services de chaque structure. Ça leur permet vraiment d'être en contact à travers la jeunesse, parce que la jeunesse aussi communique aussi avec les grandes personnes. Donc les gens profitent avec la jeunesse. On a 8 équipes pour cette deuxième édition aussi. Donc on espère que d'ici les prochaines années, si Dieu le souhaite très bien. Une initiative saluée par la marraine de la deuxième édition. Nous sommes ici du collège Mamé au lancement du TGV de retour. Je trouve que l'initiative vraiment est très bonne. Ça va leur permettre de s'occuper. Et vraiment, c'est vraiment une très bonne chose pour la jeunesse. Et les initiateurs aussi, je les félicite vraiment beaucoup de pouvoir réunir ces jeunes-là pour la cohésion et puis l'unité. Le match d'ouverture a opposé l'AS Banifondou à l'AS Kennedy. Le score est de 1-0 en faveur de l'AS Banifondou. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.